Donc, Guy Mamouani, salut Guy. Bonjour. Co-fondateur et co-président du groupe Open. Anne-Sophie Alsif, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Chef économiste BDO et Bénédicte Tilloy. Bonjour Bénédicte, fondatrice entre autres de As for the Moon. J'ai reçu un communiqué de presse de As for the Moon. Ça y est, ça se structure et Mais tout. oui, mais oui. Et alors, ça y est. Et j'ai vu Industrie 5.0. Oui. Et je ne sais pas ce que c'est, l'Industrie 5.0, moi, Bénédicte. C'est l'industrie de la tech. Enfin, c'est l'industrie qui épouse les thèses de la tech. Et qu'est-ce qu'on fait chez Ask for the Moon? Non, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que la 4? Parce que moi, je me suis arrêté à 4.0. Elon Musk, il est 4.0, c'est-à-dire... En fait, honnêtement, j'en sais rien. Merci de dire ça. C'est un concept marketing, c'est ça. Honnêtement, j'en sais rien. C'est un cabinet de conseil qui t'a... Honnêtement, j'en sais rien. Non, en revanche, ce qui est important, c'est de dire que dans l'industrie peut-être un peu traditionnelle ou classique en France, il y a des savoir-faire qui sont dans la tête des gens. Et ce qui est important, c'est que ces savoir-faire circulent. Ouais, très important. Et c'est indispensable, c'est un enjeu majeur pour la souveraineté, c'est un enjeu majeur pour la performance économique en France. Et ce qu'on fait avec Ask for the Moon, c'est qu'on fait une plateforme de questions-réponses qui permet en fait de poser des questions et d'obtenir la réponse de la part de la personne la plus qui est susceptible d'y répondre en vrai. C'est-à-dire, on ne spamme pas la terre entière avec une question. Il y a une IA qui va récupérer en fait dans l'entreprise la personne qui sait et qui répond. Et c'est donc des réponses d'experts qui sont faites aux collaborateurs. Et c'est précieux. Par exemple, on travaille pour Framatome. Dans l'industrie nucléaire, il y a un enjeu de savoir-faire qui est majeur. Et donc, récupérer la réponse, déjà à court terme, c'est indispensable. L'indexer ensuite dans une base, ça l'est encore plus. Ça, c'est un des enjeux d'Ask for the Moon. Voilà. Alors, c'est peut-être ça du 5.0. Super intéressant. C'est peut-être ça du 5.0. C'est en fait... Super intéressant. C'est des savoir-faire durables, en fait. Tu vois, si je devais lui donner une définition, pour être un tout petit peu plus corpo que cette blague que je viens de faire, c'est ça. C'est en fait faire en sorte que les savoir-faire soient durables. Tu diras à ce moment-là à ceux qui s'occupent de ta communication de presse maintenant que on comprend pas ça et que c'est dommage. C'est vrai? Ah non. Bon, Il y a cet élément-là, tu vois, qui est alors pour le coup absolument passionnant, et je crois aussi au cœur de tous les sujets industriels. Tous les industriels à qui j'en parle sont aujourd'hui dans un sujet de transmission des savoirs, d'autant plus avec enfin le décollage de l'apprentissage. Et on en parlera avec Guy qui va absolument en parler, le Big Bang de l'enseignement professionnel qui vient derrière, que ce sujet est absolument central. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le knowledge management, c'est faire des bases de données, mettre tout trier, mettre tout dans un tiroir et en fait l'avoir pour plus tard. Ouais. Et nous, on pense l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose que la monnaie. Plus ça circule, plus ça crée de valeur. Et donc, on a intérêt à solliciter les collaborateurs pour qu'ils posent des questions, qu'ils posent le plus possible de questions, parce que c'est grâce à ça, en fait, que tout ce qu'il y a dans la tête des gens, en fait, constitue finalement le savoir-faire de la boîte. J'ajoute quelque chose dans la cohésion du corps social. On va avoir un sujet de retraite. Il y a aujourd'hui, Anne-Sophie, je parle sous ton contrôle, je crois que c'est un tiers des 60-64 ans qui sont au travail, pas plus, voilà, quelque chose comme ça. L'activité en effet des seniors qui est assez bas. Voilà, donc il va falloir évidemment que ce taux d'activité monte. À un moment, dans la cohésion du corps social, ils sont là et vous comprenez pourquoi ils sont là et vous comprenez ce qu'ils peuvent vous apporter, etc. Il y a un enjeu important là aussi. Oui, absolument. Et en fait, c'est en plus des métiers qui souffrent souvent de problèmes de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est des grands experts qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, qui sont éventuellement connus par leurs services, mais qui n'ont pas la réputation interne ou externe qu'ils mériteraient d'avoir. Et le fait de pouvoir les solliciter de cette manière, ça les place aussi en situation de valorisation vis-à-vis de leurs collègues. Et que ce soit le bâtiment, le nucléaire, l'automobile, enfin tous ces grands métiers qui sont des métiers d'industrie française, ils ont besoin en fait de désiloter leur savoir-faire et de les faire circuler davantage. Et donc c'est un des enjeux d'Ask for the Moon. C'est intéressant, Guy. Très intéressant et je crois assez crucial actuellement. Totalement crucial. Tu veux dire un mot, Anne-Sophie, là-dessus, avant qu'on parte sur les cabinets de conseil ? Silotage, c'est vrai qu'on voit que très souvent, ça a un coût économique énorme pour les entreprises. Alors après, c'est vrai qu'il y a des aspects économiques, mais aussi souvent psychologiques, aussi sociologiques, qui peuvent être des obstacles à ça. Ouais. Et également aussi par rapport à l'âge, parce que c'est vrai que par rapport aussi à l'âge de départ, il peut y avoir une tendance après 55 ans, et c'est souvent le débat quand on dit très bien, on augmente l'âge de départ, mais il faut à ce moment-là que les gens restent dans l'entreprise avec des choses à faire et transmettre. Donc c'est vrai que c'est assez global, d'où le challenge qui est assez important à mon sens. En fait, on parle beaucoup d'entreprises apprenantes. C'est un des moyens, en fait,
de transformer l'entreprise pour qu'elle devienne apprenante. D'ailleurs, j'ai un argument pour toi concernant le terme industrie 5.0. Parce que tout le monde parle de l'industrie 4.0, qui en fait fait référence à la transformation essentiellement d'Allemagne par la robotique. Ouais. Donc l'industrie 4.0, c'était une révolution technologique. Ouais. Là, ce que tu es en train d'apporter, c'est une révolution de management et de savoir. Absolument. Et donc là, on passe à un autre niveau. Et à mon avis, c'est le bon sujet. Merci beaucoup. C'est pas mal, bonne consultation. Merci beaucoup. Merci Mais en même beaucoup. temps, c'est un cabinet de conseil. Guillaume. Ça va te coûter 500 000 balles, là, le PowerPoint. Bon, Guy, tu es fier de travailler pour l'État. Tu es fier voilà, Group Open, l'un de ces cabinets de conseil. Tout à fait. Nous faisons 28% de notre chiffre d'affaires avec l'État, ça veut dire près de 80 millions. Ça a dépassé les banques assurances, qui traditionnellement, dans nos cabinets, sont les numéros 1. Et pourquoi je suis fier ? Parce que je contribue à la transformation de notre pays. Et tous les soirs, quand je rentre à la maison, je ne me dis pas juste j'ai fait du business. J'ai dit j'ai amélioré le système d'impôt, j'ai amélioré la facturation électronique, j'ai amélioré le système de PV, puisque tout ça, ce sont nos clients. Et je crois qu'on a le droit d'en être fier. Et il faut rajouter que Open, qui fait maintenant des bénéfices corrects, paye des impôts en France. Et j'en suis aussi très fier. Mais ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas capables de le faire ? Mais non, pas du tout. D'ailleurs, je veux insister sur quelque chose qui est très, très important. Premièrement, nos interlocuteurs sont de très haut niveau. Et je dirais même, à la limite, meilleurs que souvent nos interlocuteurs dans le privé. J'ai souvent Donc les gars de la SI de l'État, mais sont excellents. Par exemple, vous savez que je travaille pour le Health Data Hub. La patronne du Health Data Hub, Stéphanie Combe, c'est une femme absolument exceptionnelle. La patronne de la IFE, c'est une femme exceptionnelle. Donc nos interlocuteurs sont vraiment remarquables. Ils font des appels d'offres sans pitié. Je peux vous dire qu'il faut être les meilleurs pour gagner les appels d'offres. Les meilleurs en termes de compétences comme en termes de prix. Et troisièmement, la façon dont ils gèrent leurs projets est absolument, dans l'état de l'art. Donc, vraiment, pour moi, on ne remplace pas les fonctionnaires. On amène un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Et c'est tout à fait naturel, ils ne peuvent pas avoir tous les savoir-faire. On fait des projets qui sont ponctuels. Ça veut dire qu'on réalise quelque chose sur un projet à un moment donné, et puis nous reprenons nos équipes. C'est pas comme des fonctionnaires qui sont là à vie. Ce que vous faites pour toutes les grandes entreprises du privé, pas grandes, toutes les entreprises du privé. C'est ça qui est complètement dingue dans cette polémique. J'ai vu un tweet que j'ai trouvé assez drôle qui était quand on a un problème de fuite d'eau, on ne recrute pas un plombier en CDI. C'est exactement ça, très bon. J'ai trouvé que c'était très bien vu. Très juste. Tout à fait. Anne-Sophie. Je dirais surtout sur les transformations. Vous en avez parlé dans le secteur numérique, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de domaines où les transformations vont être très rudes, vont être rapides. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une efficience et des spécialités. Et donc l'idée, en effet, c'est de se dire comment on travaille ensemble. Et vous l'avez dit, c'est assez ponctuel. Et ce qui est aussi assez difficile, c'est d'évaluer les gains de productivité qui peuvent ensuite se dégager une fois qu'il y a des interventions. Et ça, comme d'habitude, c'est très compliqué de le quantifier parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas forcément d'évaluation à moyen long terme de ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut voir la chose assez globalement, en fait, vraiment dans comment ensemble on travaille et comment on a des compétences complémentaires, notamment par rapport aux transformations. Anne-Sophie, avoue que ce serait quand même... Moi, j'en serais ravi. Mais ce serait quand même très, très étonnant que tout à coup, l'État se mette à évaluer les gains de productivité des réformes et des normes qu'il pond à longueur de journée, tu vois. Enfin, Alors, déjà, il y a des organismes qui font ça, comme France Stratégie, qui font de l'évaluation, et il y a l'idée d'avoir quand même, après un suivi, de voir quand il y a une mission, qu'est-ce que ça a eu en termes de gains, même si, comme tu dis, c'est assez compliqué à évaluer, ça, en effet, pas de problème. Mais c'est surtout par rapport aux révolutions dont vous parliez de numérisation. Il y a vraiment une grande problématique sur les gains d'efficacité. On le voit chez tous les candidats, ils tablent quand même là-dessus aussi pour faire des économies en termes de programmes et d'investir ailleurs. Donc c'est pour ça, à mon sens, que c'est assez central. Et c'était juste pour dire à chaque fois, voilà, on dit somme d'argent énorme, mais il faut aussi le voir, l'investissement par rapport aux gains, pour répondre à la polémique, aux gains de productivité qui sont derrière, mais qui ne sont pas quantifiés. Et donc, qui sont plus difficiles à discuter en disant, regardez, certes, ça a coûté ça, mais voilà les gains qu'il y a eu. C'est 1 milliard. Je sais plus, j'ai plus enfin c'est 0, quelque chose de la masse salariale de l'État. Je suis d'accord, mais pour répondre,
d'avoir ce genre d'outils d'évaluation pour dire certes ça a coûté ça mais voilà le gain, je pense que ce serait quelque chose qui serait assez sur ce assez sujet, favorable. bon, je comprends très bien, mais sur ce sujet, on voit très bien qu'on parle toujours des projets qui foirent. Hein. Oui, ça, c'est... Louvois, t'étais dans l'histoire de... Non, pas du tout, mais je ne veux pas me désolidariser. Vous vous souvenez, c'était le système de paie des militaires. Le système Louvois. de paie des militaires, le système de la paie des fonctionnaires, enfin bon, il y a eu plein de projets qui ont foiré, et c'est triste, et c'est regrettable, mais les centaines, voire les milliers de projets qui fonctionnent et qui, sans discussion, comme les impôts par exemple, ça, c'est clair. ont bénéficié à l'État, on en a parlé tout à l'heure, eh bien ça, il n'y a même pas à discuter, tout le monde voit bien ce que ça a rapporté à l'État. Ouais, mais ça c'est, je crois, typiquement français, c'est-à-dire, vas-y, on fonce, il y a un scandale sur un échec, et on en fait une généralité, alors que la vraie généralité, c'est que, au contraire, moi je témoigne que eh bien, les projets sont plutôt bien gérés, qu'ils sont menés à bout, et pour aussi faire la lumière sur un sujet qui est souvent évoqué, qui sont normalement payés par l'État. Parce que vous savez, on dit souvent que l'État est mauvais payeur. Je conteste aussi cette affirmation. Ouais, mais là, t'as de la chance. Non, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin de toi. Attends, quand je fais 80 millions avec l'État, je peux quand même témoigner. C'est-à-dire, c'est pas toutes les minutes, mais on a un process de règlement qui amène à des délais de règlement qui sont équivalents à ceux du privé. Voilà. Bon, je voulais le dire parce que on a souvent tendance à dire que l'État est mauvais payeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je ne crois pas. Les chiffres du médiateur des entreprises, l'ensemble des chiffres confirme. Non, mais je suis ravi pour toi, Guy, mais confirme que l'État est quand même un plus mauvais payeur globalement que les entreprises privées. Tu veux rajouter un mot sur... Non, moi la question que je me pose, juste quand même. Alors peut-être pas toi, parce que Groupe Open n'est pas exposé, etc. Mais ça va poser un problème dans les relations. Il va y avoir des traces de cette polémique une fois qu'elle sera retombée. J'en suis convaincu. Malheureusement, j'en suis. Et donc ça va pour toi ralentir la transformation de l'État. En fait. J'imagine. J'espère qu'on saura prendre du recul par rapport à cette affaire. Mais malheureusement, à nouveau, on donne une connotation négative à quelque chose qui est extrêmement positif pour notre pays. Et on en tire quoi j'ai entendu des problèmes fiscaux, j'ai entendu des oui, mais c'est ça qui est en fait Guy, mélange tout. Je vais faire le pédant. La gâchette, le trigger, le déclencheur de ce truc, c'est le problème fiscal. En fait. Oui. Ce qui a vraiment allumé allumé la mèche, c'est l'histoire des frais de transfert au Delaware. Et là, effectivement. Bon. Mais il ne faut pas me jeter le bébé avec l'eau du bain. En fait, oui, c'est de ça dont il s'agit quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est reproché à ce cabinet anglo-saxon ? C'est la question fiscale. Après, on voit que ça représente 1 milliard. Après, on commence à parler de proximité politique. Mais ça nécessite de la part des cabinets, en fait, une rigueur absolue. Mais ils sont rigoureux. Mais bien sûr, j'en sais rien, mais je mets ma main droite au feu qu'il n'y aura rien à reprocher à McKinsey. Absolument rien. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense que ou alors, si le service taxe de McKinsey n'est pas foutu de respecter les lois internationales, alors on aura de bonnes raisons de plus contractualiser avec McKinsey. Tu vois, je ne connais pas le dossier et je n'en sais rien. Et j'ai travaillé dans une grande entreprise publique dans laquelle ces questions-là se sont posées. Et il y a toujours une attention qui est de la part notamment des organisations syndicales sur le fait qu'il y aurait des métiers en fait qui ne seraient pas rémunérés au sein de l'entreprise et qui rémunéreraient des cabinets. Voilà. Cette polémique, elle existe, elle est assez... quels que soient les bords politiques d'ailleurs, on la retrouve de manière récurrente et on la retrouve à l'occasion de ce rapport. Et donc, après, la question, c'est de ne pas prêter le flanc à ce genre de polémique parce qu'elle est naturelle et elle fait partie du clivage naturel qu'il y a en France et qui considère que entre les fonctionnaires d'un côté et puis les grands cabinets anglo-saxons de l'autre, il y aurait une incompatibilité idéologique qui ne permettrait pas de bien travailler. Alors qu'en revanche, moi j'ai la conviction qu'on a intérêt à marier et à métisser ces cultures. Tiens, je vais vous raconter ce qui se trouve qu'il y a 2 jours. Je discutais, ça va permettre de rendre hommage à Pierre Nanterme, ancien patron monde de cette considérable entreprise qui est Accenture. Et donc je discutais de ça avec l'un des cadres dirigeants actuels d'Accenture en France, qui disait, Pierre Nanterme là-dessus, disait, c'est vraiment l'histoire de la femme de César. Quand vous travaillez pour l'État, même l'apparence
de quelque chose d'illégal est inacceptable. Vraiment, ça va dans ton sens. L'exemplarité. Non, ça allait au-delà, si tu veux. Tu vois, il disait, il faut vraiment aller au-delà de l'exemplarité. Il faut même qu'il n'y ait pas l'apparence de quelque chose qui puisse être sur la ligne jaune. Voilà. Oui, parce que là, on est... comment dire, le clivage existe et préexiste à tout. Et donc, bon, voilà. Pierre Nanterme nous amène au MEDEF, puisqu'il était président de la commission économique du MEDEF. Il donnait beaucoup de temps, c'était à l'époque où Laurence Parisot d'ailleurs dirigeait le MEDEF. Très proche de Laurence Parisot, absolument. Anne-Sophie, est-ce que, donc, j'en ai déjà parlé hier, article de l'opinion, ça, j'aime beaucoup, au MEDEF, l'angoisse du lendemain du premier tour, donc je vous redonne ça très vite. En 2017, Pierre Gattaz avait clairement pris position pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, rien n'est tranché. La décision sera prise par le Conseil exécutif du 11 avril. Aujourd'hui, écrit l'opinion, il n'y a plus de réels épouvantails économiques dans le programme de Marine Le Pen. Je ne te demande pas s'il y a des programmes des épouvantails, parce que ça, on n'a pas le droit. Il faudrait parler des 12 autres, et je crois que tu ne les connais pas, et moi non plus. Voilà. En revanche, le positionnement du MEDEF, comment est-ce que tu regardes ça ? C'est vrai qu'avec cette campagne, avec la guerre et le Covid, on a vraiment la question de l'indépendance et de la souveraineté qui est revenue. Et c'est vrai que souvent, c'était des termes dans, on va dire, l'économie classique. Il y avait un peu le multilatéralisme, la mondialisation versus le souverainisme et l'anti-Europe. Et là, en fait, avec ces deux crises, le clivage a complètement disparu, ou en tout cas s'est transformé. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question, parce que économiquement, il faut quand même le rappeler, depuis 1945, le but, c'était vraiment de commercer, d'avoir des échanges. C'est comme ça que la CECA a quand même été créée en Europe. Au lieu de se faire la guerre, on s'achète de l'aluminium et de l'acier. Déjà à l'époque, c'était des matières premières qui étaient devant pour arrêter justement de se faire la guerre. Et c'est vrai qu'en 1945, alors après on est tombé dans la guerre froide, mais toute l'idée en tout cas de l'Occident, c'était commercer, avoir des relations, faire de la mondialisation parce qu'on a des intérêts économiques, et bien finalement moins se faire la guerre et d'avoir un monde de prospérité. Là, on est avec ces crises-là dans un changement complet, où tout le monde est sur sa région, se remet, on va dire, son précaré, et donc il faut être indépendant et souverain. Et donc ça change complètement tout le problème aussi économique, où avant on était toujours dans Ricardo, les avantages comparatifs, on a une chaîne de valeur, on essaie de l'éclater, et puis on se met là dans le monde là où c'est le plus efficace. Et là pour la main d'œuvre, là tout est brouillé. On regarde, moi je le fais en effet, on me dit moi je suis dans tel secteur, je suis éparpillé dans tant de pays. Oui, en effet, votre iPhone ou votre basket fait 55 pays. Donc demain, il y a une guerre ou des mesures protectionnistes, c'est très compliqué pour vous. Donc la problématique est totalement différente. Et donc économiquement, pour l'industrie, et on va dire pour les entreprises en général, ça change complètement le paradigme de, on est dans un monde ouvert et en fait, on n'est que dans l'efficience économique. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, ce souverainiste et le fait d'être indépendant, ce grand terme, et on le voit avec la guerre ukrainienne, est premier. Et donc, ça change tout par rapport à la stratégie que vous devez adopter. Et on peut même ajouter d'ailleurs que la crise écologique en rajoute. Exactement. Parce que la question de la chaîne de valeur qui est éparpillée façon puzzle partout, il faut bien la reconstituer avec le transport. Parce que les coûts de transport, qui étaient, on va dire, un entrant qui n'existait pas dans la mondialisation, demain sera un entrant très, très cher. Ça devient un enjeu économique, ça devient un enjeu de carburant, ça devient un enjeu de prix, et donc de compétition. C'est vrai que c'est... Donc ça change complètement, d'où cette position. Oui, mais c'est un tout petit peu différent de ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire... Toi, tu le mets encore sur le terrain de l'efficacité. Effectivement, crise climatique, le sujet du carbone et donc du transport, c'est le terrain de l'efficacité. Anne-Sophie, et c'est là où c'est brillant, c'est sur le terrain des valeurs. Oui, c'est-à-dire, c'est les valeurs qui sont complètement retournées. Oui, mais... Mais les valeurs sont quand même... sans doute. C'est un sujet de valeur. Et là, c'est vrai qu'on est perdu. Sachant que... dis donc, c'est... Oui. Sachant que le souverainisme... Si. Oui. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. Guy ? Moi, je reviendrai à la position du MEDEF, qui
T'es membre du MEDEF, toi, Guy ? Ah oui, comme groupe Open, mais t'es pas dans une commission, parce que comme t'as été... Je suis même retiré de mes fonctions. Oui, c'est ça. Tu as donné ta personne à la France et maintenant... Non, j'avais vécu cette période-là avec Parisot, Nanterme, etc. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, Parisot avait fait un livre anti-Le Pen. C'est vrai. Donc vraiment, il y avait un engagement de Parisot sur ce sujet-là. Bon, on voit qu'il y a quand même une évolution. Alors, est-ce que c'est l'évolution du MEDEF ou c'est l'évolution de Le Pen et ça, non, c'est l'évolution dédiabolisation. C'est ce que nous dit Anne-Sophie. Ce que tu nous as dit, exactement, oui, qui change un peu on le voit économiquement. les frontières. C'est le tournant des valeurs. Oui, bon. Tu sais, c'est intéressant parce que j'ai pas fini, mais les autres qui ont un problème, c'est la CGT. La CFDT nous dit l'opinion n'aura aucun problème. Voilà, ils vont appeler à faire barrage à l'extrême droite, quel que soit le candidat en face. La CGT, c'est pareil. Ils ont le même souci. Oui, parce que alors en plus, eux, ils ont une partie de leur électorat. La structure était travailleurs, de l'autre côté, on vend la force de travail, avec justement cette mondialisation, ces délocalisations, et donc la lutte contre ça et de la compétitivité, notamment sur le coût du travail. Là, en effet, les cartes aussi sont complètement rabattues, donc c'est compliqué de se repositionner idéologiquement. Le Pen peut dire merci à Zemmour, parce que... Oui, mais ça, on rentre pas là-dedans, on n'a pas le droit. Restons sur un nuage. Un autre débat. Enfin, moi, je suis assez bluffée aussi par ce que vient de dire Anne-Sophie. Ce que je trouve intéressant par ailleurs, c'est que la question de la souveraineté, c'est quelle souveraineté ? Est-ce que c'est une souveraineté nationale ou est-ce que c'est une souveraineté européenne ? Et cette question, elle est revenue aussi sur le devant de la scène. Et finalement, peut-être que le nouveau clivage, il est là. Il est entre de savoir si c'est une souveraineté française ou une souveraineté européenne. Tu as raison. Guy, Big Bang sur l'enseignement professionnel, ça t'intéresse, donc c'est vrai que c'est au cœur pour le coup du programme de l'autre candidat potentiel au second tour. Plus d'autonomie, présence accrue des entreprises dans les établissements scolaires et surtout, je crois surtout, des lycéens professionnels rémunérés pour leur temps dans l'entreprise, comme le sont les apprentis, 200 € jusqu'à 18 ans, 500 € jusqu'à 25 ans. Bon, alors, je vais le répéter pour la 1000e fois, j'ai commencé ma carrière comme professeur de mathématiques. Et c'était dans un lycée professionnel. Donc j'étais certifié et j'enseignais dans ces lycées professionnels. Le grand regret que j'avais, j'ai passé 5 ans dans ce lycée, c'était à Sarcelles, je n'avais pas d'élèves tout à fait privilégiés. Et le grand regret que j'avais, c'est que ce que je voyais, c'est que mes élèves travaillaient sur des machines-outils qui étaient déjà dépassées. C'est-à-dire qu'eux, ils allaient sortir dans 3 ans, dans 5 ans, sur le marché du travail, et ils auront fait toutes leurs études sur quelque chose qui était déjà dépassé. Donc, c'était terrible, c'est un gâchis colossal. Donc, en effet, j'ai accueilli avec beaucoup, beaucoup de bonheur le fait qu'on dise, attention, l'enseignement professionnel, c'est quelque chose de prioritaire dans notre pays. Pour revenir à ce que nous avons dit dans l'industrie, il est absolument impératif d'avoir des jeunes qui sortent du lycée professionnel, voire après des BTS ou des UT, un peu prêts à travailler avec des machines-outils modernes, des machines-outils anciennes, et donc prêts évidemment à comprendre les enjeux du numérique, puisque toutes ces machines-outils, je vous rappelle que l'ouvrier de demain va travailler avec un iPad à la main, il ne va pas être avec une fraiseuse ou je ne sais quelle lime. Clé à molette. Clé à molette, tout ça. Donc il faut absolument... Une burette d'huile. Bon, mais... Moi, je trouve que ça devrait s'inscrire dans une priorité absolue qui est l'éducation nationale, de refondre l'éducation nationale. C'est pas de moyens. Oui, mais à chaque fois que je dis ça, j'ai ma femme à la maison qui me dit tu es obligé de parler des moyens et compagnie. Non, mais Guy, le truc, moi, alors à chaque fois je me bats là-dessus. C'est quand on dit refonte de l'éducation nationale, on est sûr qu'on va rien faire. Quand on dit focus sur le lycée professionnel, là on peut bouger. Non, écoute Stéphane, ça fait 15 ans que je me bats pour dire que l'école de demain doit former des jeunes au numérique, à l'informatique, parce que on en aura besoin dans tous les métiers. Ça, c'est pas une refonte théorique. D'ailleurs, c'est dans le programme de certains candidats. Oui, mais il faut être focus. Pour que ça bouge, en fait, oui, mais il faut être focus. Avec un bon cabinet de conseil qui te fait un plan de transformation. Franchement, il faut on sait tout ce qu'il y a à faire. On sait tout ce qu'il y a à faire. Et ce que tu viens de décrire sur l'enseignement professionnel, c'est une des pièces majeures du puzzle. Ouais, et de fait, tu vois, par exemple, sur les apprentis, il y a eu des choses absolument spectaculaires qui ont été faites. Bon, 1 million de comptes. Je crois que c'est 1 million, Anne-Sophie. Oui, mais je crois qu'en fait, il y avait un décompte à 700 000, mais qu'on sera à 1 million sur l'année. D'accord, sur l'année. Voilà, ça, c'est la première étape, tu vois. Ça, c'est déjà une étape majeure. Alors, juste parce que je le dis à moi, puis
les gens ne peuvent pas nous regarder. Jérôme Matisse, professeur d'université hier, a dit un truc très très intéressant sur la rémunération. Il dit, en fait, quand vous avez des lycéens qui commencent à choisir des filières, ils peuvent être tentés par, j'en sais rien, l'anthropologie appliquée, etc. Et tout. Mais s'ils voient que leurs petits camarades, qui choisissent des filières beaucoup plus opérationnelles, commencent déjà à être rémunérés, à rentrer dans le monde de l'entreprise, ça peut éviter des erreurs d'aiguillage. Ça évitera pas la passion s'il a une passion, mais ça peut éviter des erreurs d'aiguillage. Je trouve ça intéressant. Bon, alors, non, tu es dubitatif là-dessus. Non, je ne suis pas dubitatif, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Alors, D'ailleurs, vas-y. j'ai écrit une tribune qui va paraître dans les Échos demain ou après-demain sur justement l'orientation des fonds vers les formations professionnalisantes. C'est un tabou français que le président Macron a un peu soulevé il y a quelques semaines, Ouais. mais je crois que on est arrivé là à un niveau où il faut arrêter d'ouvrir des facs de socio-psycho, je ne sais pas, qui mènent au chômage directement, et peut-être en garder quelques-unes pour certains cas, et focaliser les fonds sur des formations professionnalisantes. Je suis désolé, mais je suis dans souvent des conseils d'administration, par exemple de l'EPITA ou de l'ESIEA, qui sont des écoles d'ingénieurs. Ils ont réussi à augmenter de 40% leur recrutement, et je peux vous dire qu'ils ne vont pas au chômage. Hein. On se les arrache dans le monde entier. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils font payer 15 000 euros par an. Alors, ça paraît énorme, c'est colossal. C'est énorme, 15 000 euros par an. Oui, c'est énorme, mais quand vous sortez de là et que vous commencez votre carrière à 60 000 euros brut, ou 50, 60 000 euros brut, vous les rattrapez rapidement. C'est Hein. vrai. Et de l'autre côté, vous avez des écoles d'ingénieurs françaises extraordinaires, hein, comme Télécom Paris-Tech, par exemple, beaucoup d'écoles d'ingénieurs et de facs qui ne peuvent pas augmenter leur formation parce que tout simplement c'est gratuit. Bon, c'est 1 000 ou 2 000 euros par an. Donc là, nous avons un je souci. comprends. Il faut absolument qu'on oriente les jeunes vers des formations professionnalisantes. Et on aura comme ça des millions, ou en tout cas des centaines de milliers de chômeurs en moins. Anne-Sophie ? Alors, tout à fait d'accord, notamment sur le succès de la formation professionnelle et de ce taux d'emploi des moins de 25 ans qui a beaucoup baissé grâce à ça. Ouais. Hein, et parce que c'est quand même eux qui ont été très impactés avec le Covid, donc ça, il faut quand même le rappeler. Après, là aussi, attention, et regardons aussi ce que font nos voisins. Il ne faut pas opposer la sociologie avec forcément la spécialisation professionnelle sur un métier. On forme des citoyens, et surtout dans le numérique et dans tout ce qui est transformation, on a aussi besoin d'avoir des gens qui sont créatifs. Et d'ailleurs, on le voit, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, vous faites de la philosophie de l'anthropologie et en même temps, vous êtes ingénieur. Donc, je pense que là aussi, il ne faut pas opposer, mais Anne-Sophie, je plutôt vais faire le compliment avoir suprême. une esprit. J'entends ma femme. Qui est inspectrice Oh, elle est d'éducation là, là, nationale. dis donc, On va aujourd'hui, marquer une pause. Par contre, C'était, oh non, ça me fait trop rire. C'était une consultation de grands patrons. On utilisait l'outil Klaxoon que tu connais peut-être, c'est les gars Bien sûr, commençaient à bien. écrire. Et Excellent. donc la question qu'on posait, c'était qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Et l'un d'eux se penche vers moi, fait ma femme, mais je peux pas l'écrire sur le post-it là. Oh, mais ça dépend pourquoi. Allez, on marque une pause.